Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une nouvelle émission de Parcours de vie. Nous sommes au musée et théâtre romain de Lugdunum à Lyon et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir pour cette nouvelle émission Claire Iselin. Bonjour Claire. Bonjour Olivier. Alors Claire c'est la directrice du musée et c'est je pense d'après ce que tu dégages, d'après les conversations qu'on a pu avoir, un sacré rôle modèle pour les jeunes femmes d'aujourd'hui parce que tu as une trajectoire et une manière de concevoir le monde aujourd'hui, tu es directrice. Tu es passé par plein d'étapes et je crois que tout ce périple va être extrêmement inspirant pour plein de gens qui vont te regarder. Donc bonjour, toi, aujourd'hui tu es au musée Lugdunum, tu y es arrivé comment? Alors, tu vas en savoir un peu plus sur mon Ouais, parcours? c'est ça, mais on va y aller doucement, on va revenir, mais... Tranquillement, Hmm. oui. En fait, moi je suis originaire de Normandie, je viens de Caen, dans le Calvados, et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu familial, on va dire, plein de tendresse, mais aussi de sévérité, comme il le faut, je pense, pour les enfants, et donc ils m'ont accompagnée un peu dans les études que j'avais envie de faire. On avait une vie assez simple en fait, le week-end on faisait du vélo, on allait à la piscine, enfin des valeurs assez simples. Pas forcément du vie mondaine ni quoi que ce soit, plutôt la simplicité et l'amitié authentique, ça a toujours été très important. Et rapidement, parce que mes parents en fait, j'ai eu beaucoup de chance, m'ont beaucoup amené en fait à visiter des musées ou à parcourir les capitales européennes. J'ai très vite été sensibilisée à la question de l'art, des musées ou du patrimoine. Au départ, c'était plutôt l'histoire de l'art qui m'intéressait. Je connaissais l'archéo, l'histoire, mais un petit peu moins, en fait, j'ai découvert plus tardivement. Et du coup, j'ai commencé par me renseigner, à savoir comment est-ce qu'on pouvait accéder en fait, à ce beau parcours pour finir par travailler dans un musée. Ça me plaisait bien. Et en fait, à l'époque, le trajet classique, en fait, c'était de faire des études d'histoire de l'art et d'archéologie par différentes étapes. Moi, j'ai d'abord commencé en fait, par faire des études d'histoire à l'université de Caen. Parce qu'en fait, c'est une bonne fac, ça permettait d'apprendre la méthodologie, d'apprendre à travailler en fait, après le lycée. J'ai adoré, j'ai appris plein de choses en fait, sur la méthode, la rigueur. Et puis ensuite, j'ai passé le concours d'entrée pour l'école du Louvre. Qui est l'école de Voilà, formation reconnue pour tout ce qui est c'est travail ça. dans le cadre muséal, ouais. Ouais. C'est une école qui a été fondée justement pour permettre, à l'époque où il n'y avait pas de concours, aux futurs conservateurs du patrimoine de travailler dans les musées et donc de les former, de les recruter. Et c'est bien en fait l'école du Louvre parce que c'est une école où on est en contact en permanence avec les collections. C'est-à-dire qu'on bouffe en fait des objets toute la journée, plein de photos, il faut une mémoire de dingue en fait. Les cours, il y a plein de clichés qui défilent et puis on passe notre temps en TD dans les collections, dans les musées. Très vite en fait, quand on passe au cycle 2, on apprend aussi les métiers de la conservation, du musée. Donc si on aime ça, c'est vraiment une très bonne école. Et à l'époque, je l'ai associé à de la recherche universitaire, parce que c'était quand même ce qui était recommandé aussi. Et donc je me suis inscrite à la Sorbonne, à Paris 4. Et très vite, en fait, quand j'étais à l'école du Louvre, il y a eu un basculement. J'ai d'abord fait l'histoire de l'art aussi, et de l'archéo oriental, en me disant, tiens, c'est marrant, je viens de lire un bouquin sur Sumer, ça me semble super intéressant, et puis ça sortait un peu de tout ce qu'on savait de l'Antiquité, plutôt gréco-romaine, les grands classiques qu'on apprend en fait à l'école finalement. Alors Sumer, c'est une ville effectivement du croissant fertile. Il y a une des premières marques de civilisation, il me semble, qu'on a C'est ça. aujourd'hui. Sumer, c'est au sud de l'Irak actuel, et Ouais. donc c'est un peu à l'origine des civilisations. C'est là qu'a été inventée l'écriture, l'agriculture, l'élevage. Je trouvais ça génial, c'était exotique, avec toutes ces statues, ces écritures étranges. Et donc je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire en archéologie orientale. Et là, vraiment une découverte fabuleuse, j'ai adoré en fait. Et finalement, j'ai décidé d'en faire ma spécialité mes premières années, à la fois d'études, et puis ensuite en toquant à la porte finalement, parce qu'on a des mentors un peu dans la vie, comme ça, il y a des rencontres qu'on peut favoriser, qu'on peut avoir envie d'avoir. Et je me suis dit, tiens, je vais aller toquer à la porte d'une des conservatrices qui était une de mes profs. À l'époque, c'était dans un petit préfabriqué en face de l'école du Louvre parce qu'il y avait des travaux. Puis je dis, voilà, Sophie, j'aimerais beaucoup en fait faire mon premier stage avec vous. Et du coup, là, j'ai découvert les métiers liés en fait au département d'archéologie orientale au Louvre. C'est une personne qui m'a beaucoup accompagnée dans l'apprentissage du métier, en passant par toutes les petites tâches en fait, qui sont nécessaires quand on est jeune étudiant, constituer des dossiers documentaires, se spécialiser plutôt sur le domaine notamment de ce qu'on appelle les cachets, vous voyez, en fait, les cachets de cire en fait, quand on est
dans notre civilisation occidentale, en Proche-Orient, en fait, c'est des cachets cylindriques et dessus, il y a toute une iconographie. Donc, en fait, je passais mon temps à collecter en fait, des informations sur cette iconographie étrange, qui était composée de plein d'êtres étranges, composites, et d'essayer de comprendre en fait, ce que ça pouvait être donc, pour cette conservatrice. Et puis, par la suite, j'ai été amenée à avoir des tâches intéressantes qui sont allées, cette fois-ci, vers la vulgarisation de la connaissance. Alors là, par contre, une fois que je suis rentrée dedans, ça, c'est vraiment ce qui m'a bottée. Ah, toi, je sais, parce qu'on a longuement parlé, effectivement, ce qui t'intéresse, surtout pour ce musée, pour toute ta carrière, en fait, c'est de transmettre de manière claire, d'agréger du public de tellement de strates, en fait, qui viennent à la culture. Et ça passe par la vulgarisation, c'est-à-dire rendre simple les choses, et les intéresser. Et toi, c'est vraiment ton dada, et d'ailleurs, tu excelles là-dedans, parce que tu as cette volonté, en fait, d'ouvrir la culture à tous. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a chaque fois qui est revenu sur le tapis, hein, clairement. Donc là-dessus... Oui. Ça, c'est vrai que ça me botte beaucoup. Et en fait, c'est pas facile parce que ça oblige à beaucoup d'humilité, beaucoup douter. Parce qu'en fait, essayer de se mettre dans l'accessibilité universelle, c'est essayer de se mettre à la place en fait, de la personne qu'on a en face de soi. C'est travailler pour l'humain. Donc en fait, il faut passer par plein d'étapes. Au début, on rentre un peu dans les cadres. Moi, je me souviens, je devais faire des notices d'œuvres. J'ai fait les audio guides du Louvre aussi. J'ai fait des projets de salle, apprendre à travailler avec Damas en Syrie pour refaire le musée national de Damas avant les événements qu'on connaît. Et là, en fait, j'ai découvert aussi que vouloir aller vers une vulgarisation universelle, c'est aussi devoir lutter contre certaines résistances et certains conservatismes aussi dans ce domaine, qui passe aussi par une forme de communautarisme important. Et ma question, c'était finalement pour qui est-ce qu'on travaille ? Ouais, à qui la Est-ce qu'on travaille pour une communauté à laquelle on appartient, mais du coup, ça va représenter qu'un infime pourcentage de la population à qui on s'adresse, ou est-ce qu'on va travailler finalement pour tous, dans le sens où on doit prendre du coup le visiteur, le lecteur de la notice tel qu'il est, et du coup s'adapter à ce qu'il a besoin d'apprendre, à son confort en fait de visite, à son confort de lecture. Et bon, moi très vite je me suis fait mon opinion là-dessus. C'est ce qui m'a amené aussi ensuite à passer le concours en fait de conservateur du patrimoine, avec cette idée que j'avais envie de vulgariser la connaissance et d'être plutôt dans le service public éducatif. Alors, bien sûr, dans notre métier, il y a deux volets principaux, la conservation d'un patrimoine, dans des buts de transmission aux générations futures, bien sûr. Et puis, il y a l'accès à la connaissance, en fait, la diffusion de la connaissance. Et mon premier poste, en fait, je l'ai eu à ce moment-là, je me suis lancée parce qu'on y va, en fait, on est jeune. Bon, j'avais 30 ans, je ne me suis pas trop posé de questions, il y avait des postes à pourvoir et je suis allée dans l'Oise, à Compiègne, à l'époque, où il y avait différents musées avec des collections très variées. C'était génial, un musée de collectionneurs, en fait c'était une sorte de mini-Louvre, mini-Cluny, mini-musée des coins, il y avait à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un musée, je crois. Et puis j'avais aussi un musée de la figurine historique, je trouvais ça marrant, c'était l'histoire en miniature. Et puis pendant ces 9 ans, en fait, passés à Compiègne, on a créé plein de choses. Et plein de projets muséaux. En fait, on teste un petit peu l'approche du visiteur. Ça demande beaucoup de temps, en fait, parce qu'on fait plein d'erreurs au début. Ça, c'est souvent ce que je dis, c'est que pour apprendre, il faut faire plein d'erreurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut y aller, faut pas hésiter. Moi, je dis souvent à mon équipe, en fait, je préfère qu'on teste des choses et qu'on se plante que de ne pas essayer, en fait, dans un but informatif. C'est une science, en fait, qui évolue beaucoup, la science et l'ergonomie de visite. Depuis que je suis directrice en fait, du musée Lugdunum et du site, ça fait 6 ans maintenant, j'ai vraiment voulu voir comment on pouvait creuser la transmission de l'histoire, d'un musée d'histoire, d'un musée de société au plus grand nombre. Et pour ça, ça implique forcément de tester des dispositifs. Et on s'est doté, par exemple, de partenariats avec le Centre de recherche en neurosciences de Lyon. On s'est doté d'un observatoire des publics, en fait, avec un sociologue qui s'appelle Gauthier, qui est au musée depuis 2 ans maintenant. Et en fait, ces outils, ils permettent d'essayer de mieux comprendre à qui on s'adresse et quels sont ses besoins. Alors ça va passer par de la curiosité. Moi, je sais que je suis très curieuse parce qu'en fait, quand je faisais les expos plus jeunes, notamment dans des domaines que je ne maîtrisais pas, j'aimais bien essayer de comprendre pourquoi je ne comprenais pas ce que je lisais ou ce que je voyais ou pourquoi je me paumais dans l'expo. Je suis assez sensible à cette question-là. Et comme il y a eu beaucoup d'études sociologiques qui ont été faites sur les publics, on sait comment l'être humain fonctionne en groupe, je dirais, en fait, quelles interactions il va avoir avec l'autre.
Je voulais aussi qu'on le cumule avec une approche plus biologique, neuroscientifique, puisque comment fonctionne notre cerveau, quels sont nos besoins en ergonomie, d'accès en fait à la Ouais, connaissance. comment on peut accéder effectivement et faire la rétention d'informations. Et ça passe par du multisensoriel, ça passe par de la répétition. Parce qu'en fait, finalement, on n'est pas très attentif en fait dans une expo. Non, parce qu'il y a C'est tellement de difficile. stimuli extérieurs qu'on switch, clairement, Mm. et il y a certains endroits en fait qui attirent notre attention. Mais de toute façon, on ne retient pas tout. C'est la même chose quand on a un cours, comme on l'a tous vécu, on doit avoir 20 minutes maximum sur 40, enfin sur une heure, et c'est le même principe. Mais il y a des manières effectivement d'aider à la rétention d'informations et de jouer avec les différentes sensorialités, c'est-à-dire visuel, olfactive, enfin tout ce que vous avez mis en place l'année dernière pour l'exposition, et avant, enfin, où c'est le participatif aussi, où vous avez avec une hybride, je pense, sur la création de maquettes, enfin, les manières dont tu envisages les expérimentations innovatrices, parce que c'est ça, elles sont extrêmement variées. Et vous en tirez des conclusions et vous remettez ça sur les années suivantes, comme on peut avoir des choses pérennes en fait maintenant dans votre musée. Et je sais qu'il va y avoir encore plein de choses, on en parlera après, que tu as dans ta tête pour la suite justement de la créativité là-dedans. Oui, je pense que c'est important d'expérimenter. En fait, on a cherché à mettre en place différents dispositifs et on fait des enquêtes des publics, on fait de l'observation aussi, ça c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'on va avoir des enquêteurs qui se mettent un peu en mode passe-muraille dans l'expo et qui vont regarder comment se comportent en fait, les visiteurs dans l'expo. Parce que parfois, en fait, on se dit, tiens, je vais mettre tel dispositif, là, je vais mettre une manip. Les gens vont soit se déguiser et apprendre comment porter la tunique en fait romaine, ou quel était le pactage du soldat romain, ou jouer à un jeu numérique aussi. On va disposer les écritures de telle manière, avec telle couleur, telle grosseur de texte, à tel endroit, pour faire du lien en fait, avec les collections. On va raconter un récit, on va l'incarner avec des personnages. Mais parfois, entre l'intention de départ, en fait, qui est excellente, parce que j'ai une équipe merveilleuse quoi, qui part vraiment qui bosse beaucoup et qui essaye en fait, d'atteindre cet objectif, et bien parfois il y a des écarts en fait, qui sont surprenants. On va mettre une énergie folle dans un dispositif, puis l'enquêteur il va nous dire au bout d'un mois d'enquête, en fait, personne n'est allé le voir. Du coup, ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi? Est-ce que c'est là où il se trouve? En fait, est-ce qu'il n'y a pas forcément de lien avec le reste? Est-ce que c'est la couleur, l'éclairage? Enfin, et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, on se fait des petits brainstorming et on essaye de capitaliser d'une expo sur l'autre pour avancer dans cette direction. Ouais, et sentir la tendance aussi de ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est un truc que j'ai vu quand vous fonctionnez là-dedans. Je fais un flashback sur Compiègne. Donc, tu es au musée à Compiègne. Tu y restes combien de temps? 9 ans. Ok. Et ensuite, tu bascules en quelle année à Lugdunum? Et comment tu demandes d'être ici? Alors ça, c'est aussi une histoire de rencontre. En fait, ça faisait 9 ans que j'étais au musée de Compiègne. Et puis un jour, j'ai rencontré une conseillère musée. Donc ces conseillers musées, en fait, c'est des gens du ministère de la Culture qui sont chargés d'accompagner aussi les musées territoriaux de collectivités dans la méthodologie de travail, dans les subventions, voilà, qui viennent nous accompagner sur certaines étapes clés. Et lors d'une réunion de travail pour la refonte du musée de la figurine, cette personne me dit « mais t'as pas un peu fait le tour en fait ?» Et c'était amusant parce que je venais d'avoir une formation aussi managériale de 7 jours géniale avec un coach extraordinaire, un coach qui dépasse un peu le cadre finalement, un coach de vie presque, qui dépasse un peu simplement le cadre de la formation. Et ces deux éléments en fait liés, ces deux rencontres, me fait dire finalement c'est vrai qu'au bout de 9 ans j'ai envie de faire autre chose. Alors j'avais adoré parce que j'avais une petite équipe, on était 16-20 personnes, très dynamique. C'est intéressant, c'est qu'on fait tout en fait dans un petit musée. On est multitâches. Bah, c'est obligatoire. On monte sur un tabouret, on va me planter des clous, on repeint un mur. Voilà, il n'y a pas de petits sujets. Tout est intéressant. Ça m'a permis aussi de comprendre tous les métiers des musées et de plus facilement manager aussi une équipe parce que je sais ce qu'ils font. Ça, je l'ai fait avant. Et du coup, pour en revenir en fait à ce que tu me demandais, à ce moment-là, je me suis dit en fait, j'ai envie d'arriver dans une plus grosse ville. J'ai envie d'être sur un musée un petit peu plus peut-être spécialisé. Alors c'est vrai que l'archéologie, j'ai toujours adoré ça. J'ai fait quelques fouilles aussi par le passé. Mais ça me semblait improbable parce qu'en fait, pour la petite histoire, en 2009, j'étais déjà venue à Lyon, au service régional de l'inventaire du patrimoine. J'avais sillonné la région pour faire un stage. Mais à l'époque, j'avais visité ce musée, mais je n'avais pas du tout forcément pensé y atterrir. Je trouvais intéressant.
Mais à l'époque, j'étais très archéo-orientale, en fait, encore. Et en fait, c'est le jeu des offres d'emploi, c'est le fait d'avoir énormément bossé aussi pour avoir ce poste. C'est-à-dire, à partir du moment où je l'ai voulu, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me documenter, à essayer de comprendre comment il fonctionnait, quels étaient ses besoins, les attentes en fait, de la collectivité, pour arriver avec un petit projet, en fait, en quelque sorte, clé en main, que je décline maintenant, finalement, dans mon action depuis 6 ans avec mon équipe. Dont les grands axes, en fait, c'est retrouver un lien entre le musée et ses sites archéologiques, faire le lien passé-présent dans tous nos sujets, et donc être un musée de société, être dans l'accessibilité universelle, ça c'est très important, et puis mettre ce musée aussi au niveau de la recherche scientifique telle qu'il le mérite, c'est-à-dire accueillir un maximum de chercheurs, favoriser la connaissance des collections et des sites, en prendre soin, mieux les conserver, pour mieux les diffuser. Parce que vous êtes un musée de sites en fait. Mm. C'est-à-dire que Lugdunum, il y a un musée dans lequel on va aller déambuler tout à l'heure, qui a été construit, architecturé, si on peut dire, par Zerfus, c'est ça, à l'époque de Louis Pradel, donc le tunnel de Fourvière et tout ce qui va avec. Et à côté de ça, vous avez aussi le théâtre et l'Odéon, donc qui ont été restaurés en partie à une époque, alors plus ou moins bien restaurés, mais au moins qui ont été sortis de terre, c'était fascinant, qui sont juste en dessous de la basilique de Fourvière. Et vous avez la vue donc, de votre musée sur ce site et l'interaction entre musée et site, ce qui fait que vous récupérez du public qui vient là aussi parce qu'il voit ça, parce qu'il se dit tiens, effectivement des sites antiques, ou qui va directement à Fourvière parce que c'est un des emblèmes de Lyon, et qui au milieu de ça croise votre musée très atypique. Et je pense que vous les récupérez aussi pour ça, et que ça vous donne une amplitude en fait de communication. C'est vachement intéressant. En plus en centre-ville quoi. Oui. Ce parc archéologique, il a un avantage en fait, c'est que c'est un parc public finalement. C'est aussi un espace vert. C'est un lieu de passage pour les habitants. Donc traverser pour plein de raisons, aller travailler, se promener, faire son footing. Il y a plein de collégiens et de lycéens qui s'y rencontrent. Il y a un lien très fort en fait. On dit je vais au galop en fait. Et ça c'est génial. Il est ouvert, il n'est pas payant. Donc en fait on peut y aller quand on veut. L'enjeu, c'est de lier davantage le musée avec ce site qui est très connu du public, mais aussi des touristes, et de faire en sorte que le public rentre plus facilement dans le musée. Donc pour ça, on a déjà développé beaucoup d'actions depuis ces dernières années, en créant beaucoup plus de liens en visite guidée, en balade archéo, en ateliers qui se passent à l'extérieur ou à l'intérieur, un peu comme aujourd'hui avec les Journées européennes de l'archéologie. On va mettre de l'archéologie expérimentale sur le site, mais aussi un certain nombre d'actions en lien avec les métiers de l'archéologie dans le musée, pour créer ce passage, ce qui n'est pas évident, parce qu'en réalité, aller dans un parc public, on se dit tous, on peut tous le faire. Rentrer dans un musée, il y a encore une barrière symbolique très forte. Tout à fait. Tellement aujourd'hui encore, parce qu'on suppose que c'est réservé à une élite intellectuelle, alors que c'est faux. Et je sais que vous bataillez, enfin je dis vous, c'est une globalisation, tu batailles aussi, justement, et nous en tant qu'enseignants aussi, on bataille pour leur expliquer que non, c'est pas qu'un truc d'élite et que c'est ouvert à tous, mais ça fait peur, tu vois, ce truc qui a été sanctuarisé depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Et c'est vrai que la transition entre lieu public et lieu de culture, elle est difficile alors qu'elle devrait être totalement fluide. Et je sais que tu travailles là-dessus. Oui. C'est pas simple, il faut franchir un certain nombre de barrières, il faut convaincre. C'est pas évident, beaucoup peuvent avoir des idées arrêtées en fait, sur ce qu'est le musée, sur nos actions. Moi je considère qu'on fait bien sûr partir du domaine culturel, mais en réalité on fait surtout partie du domaine éducatif, en fait, au sein d'un musée. Notre rôle il est d'être un service public éducatif. Un service public éducatif et un service public, déjà c'est intéressant parce qu'il y a 3 piliers dans le service public qu'on connaît. Donc c'est la continuité, le côté universel, l'accessibilité et l'égalité pour tous, et puis l'adaptabilité, donc la capacité à s'adapter à ces différents points, au contexte. On l'a vécu pendant la crise du Covid. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez difficile en fait à vivre que d'être fermé au public, parce que pour moi, il y avait une forme d'incompréhension, c'est-à-dire si on est un service public, tout comme les écoles ont été maintenues ouvertes. Je ne comprenais pas qu'on ferme les musées, parce que les musées, ce n'est pas un divertissement. Les musées, ce sont des services publics en fait, essentiels, éducatifs, qui ont des informations à transmettre. On sait qu'on est dans une période où on parle beaucoup
d'un certain obscurantisme ou de développement en fait des populismes qui repose aussi sur la question de l'éducation. C'est-à-dire, plus j'ai de recul sur l'histoire, plus j'ai de connaissances, plus je peux développer un esprit critique, plus je vais quand même faire attention à ce qu'on me raconte. Oui, et donc pas sombrer dans des choses simples Ouais. qui vont amener à la violence. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique du populisme, c'est cette absence de culture ou de recul qui simplifie les choses tellement qu'on se comprend plus et qu'on se heurte et qu'on fait plus société. Et toi comme moi, c'est vraiment quelque chose qui nous meut, c'est-à-dire rassembler sans cette violence continue dans le monde et qui effectivement se développe. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement urgent et important de retourner à ces systèmes éducatifs et de services publics qui pour moi m'est tellement cher parce que j'ai grandi là-dedans et toi aussi, et ce développement d'accès à la culture pour tous, de ne pas se poser la question en disant c'est réservé à telle ou telle personne, ça ouvre et ça permet de croiser les mondes. Croiser les mondes, c'est tellement important. Ouais, vraiment. Et le musée, effectivement, d'avoir ce lieu où justement, hier on était en journée européenne d'archéologie, les étudiants là, avec qui je travaille me disaient, c'est fascinant le nombre de publics étrangers qu'on a. C'est-à-dire les Japonais, des Chinois, des Américains, des Allemands, Anglais, enfin vraiment ils étaient impressionnés par toute cette population qui se mélangeait et qui discutait d'ailleurs avec eux. Moi je trouve que vraiment l'évolution d'un monde, d'un vrai monde au sens d'une grande société, va vers ces croisements, qu'importe la langue et les difficultés qu'on peut avoir en compréhension, mais c'est d'aller justement se chercher les uns les autres au-delà des premiers a priori qu'on a tous de toute façon, parce qu'on juge, c'est bon, c'est ok, mais aller gratter derrière, quoi. Oui, on le voit beaucoup, notamment dans les enquêtes de l'Observatoire des publics. En fait, on vient ensemble au musée. C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. On vient beaucoup en groupe avec des amis ou en famille. Ça, c'est intéressant, parce qu'on s'était beaucoup posé la question, est-ce qu'on va vers le tout numérique, chacun derrière son écran? J'y ai jamais trop cru à ça. Je me dis qu'en fait, le lien social, je pense qu'on va peut-être faire des erreurs dans les années à venir là-dessus. Ouais. Mais en fait, le lien social, c'est ce qui nous définit en fait en tant qu'être humain. Et en fait, on a vraiment besoin d'échanger, on a besoin de parler avec d'autres personnes, de voir du monde. Alors parfois, il faut se faire violence parce que c'est confortable en fait, un écran, son fait-soi, son canapé. Mais en réalité, finalement, quand on sort, on le regrette jamais. Non, c'est vrai. C'est pas anodin. Et le musée, c'est un lieu de lien social. Et pour travailler ce lien social, on s'est aussi inspiré de la programmation, c'est-à-dire quand on choisit par exemple nos sujets d'exposition temporaire, on les fait toujours en lien avec l'actualité, mais on se projette il y a 2000 ans. C'est pas anodin en fait de choisir des sujets comme ça. Quand on a fait l'exposition Un empire des peuples qui vient de se terminer en juin dernier, l'idée, je venais de lire des articles de presse comme ça il y a quelques années, c'était l'été, les articles de fond dans Le Monde, et qui parlaient aussi de récupération toujours de l'histoire antique à des fins de propagande plus ou moins extrêmes. Je m'étais dit que ça serait intéressant de faire une expo qui montre que dans un grand empire comme l'Empire romain, qui est le plus connu du grand public, un empire un peu modèle, qui fait beaucoup rêver, qui fait beaucoup fantasmer, pour le meilleur et pour le pire. Oui, parce que c'était appris. C'était quand même beaucoup de violence. On va traiter aussi de la partie un peu soft power. On va s'intéresser finalement à comment toutes ces cultures, toutes ces langues, toutes ces religions ont coexisté. Après, on y voit les niveaux de lecture que l'on veut, mais en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que les publics, même la presse aussi, a compris qu'il y avait différents niveaux de lecture de cette exposition qui permet de dire, vous voyez, en fait, on peut très bien coexister sans se taper dessus. Une fois que l'Empire était existant, il fallait bien avancer ensemble. Ça a aussi permis énormément de richesses, de parcours individuels. C'est ça. C'est ces deux faces opposées comme on a sur le capitalisme et qui nous permet effectivement d'avoir cette communication globale et en même temps de ce côté terriblement asservissant ou avilissant. Mais en même temps, il y a du bon dans les deux, quoi. C'est la juste mesure, comme diraient les Grecs, le Medanagain. Et c'est tellement difficile à l'obtenir, pourtant c'est ce qui nous permet une vie de société. Clairement. Je reviens en flashback parce que là, on est parti loin, mais en même temps, on n'est pas très très loin non plus. Donc toi, tu te dis, je tente ce musée-là, tu travailles beaucoup, effectivement, tu postules pour Lugdunum, et hop, tu l'as. Et là, tu rentres dans les murs. Là, j'entre dans les murs, je découvre un lieu de travail fabuleux. On a un musée avec une architecture remarquable. C'est Bernard Zerfus
qui l'a finalisé en 1975. C'est une architecture tout béton, finalement discrète en fait, semi-enterrée. Elle a été bien pensée. C'est un musée qui vieillit bien dans son temps. Comme tu parlais des interactions avec le site, avec ses fenêtres aussi qui ouvrent sur l'extérieur, je découvre des sites fabuleux à faire connaître aux visiteurs, mais assez inconnus finalement du grand public, parce qu'on parle toujours du site des Théâtres Antiques, mais on a d'autres sites dont on a la gestion. Et puis je découvre une équipe aussi fabuleuse, avec plein de compétences, plein d'envie. Ça a été Moi j'aime beaucoup le management, parce que j'aime bien l'humain. C'est complexe, c'est pas simple tous les jours. Mais faire travailler une équipe ensemble, ça a été impulsé aussi d'autres méthodologies de travail que j'avais pu tester par le passé, observer. J'avais envie d'expérimenter, notamment le mode projet. Du coup, l'idée, c'était d'éviter de continuer à travailler en silo, chacun dans son domaine, mais de travailler ensemble. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Moi-même, j'aime bien m'entourer de mon équipe pour avoir des avis avant de prendre une décision. Je la prends pas trop vite, d'ailleurs, la décision. J'essaye, sauf quand c'est urgent, qu'il faut vraiment la prendre. Je la prends, par contre. Ça, c'est bien ce côté où tu choisis et tu poses, parce qu'à un moment, c'est le job aussi, hein, et il faut être raccord avec ça. Mais c'est vrai que tu m'as toujours expliqué que tu posais des questions, tu demandais des avis, tu proposais aux équipes ça ou ça, et ensuite elles te proposaient une solution, on va dire, ou multiples solutions, et vous en discutiez. Je trouve ça extrêmement intelligent, mais difficile, parce que ça multiples avis. Eh oui. Faut trancher. Ouais. Donc oui, c'est passionnant parce qu'on essaye plein de choses. On se casse un peu les dents aussi par moment, en fait, c'est normal. Ça repose beaucoup, enfin, le management tel que je le vois, pour moi, il repose beaucoup sur la confiance et l'autonomie. Mon objectif, c'est quand même qu'à la fin, on se comprenne suffisamment bien les objectifs qui sont les nôtres pour que finalement l'équipe, elle puisse tourner et que moi, on me dit souvent qu'un bon manager, j'ai rencontré quelques coachs comme ça dans ma carrière, finalement, c'est quelqu'un qui est disponible pour son équipe. Il est au service de son équipe. C'est le contraire du modèle un peu à l'ancienne. En fait, mon but, c'est d'être disponible. S'ils ont besoin, je suis là. Je peux bien sûr impulser des choses. Ça, j'adore. On a mais j'aime bien aussi quand ils ont plein d'idées, en fait. Et du coup, c'est cette communauté en fait, d'idées, d'échanges, finalement, qui fait la richesse des projets du musée. Et après, je suis là pour les aider. Je suis là pour redonner la voix si jamais, effectivement, on n'y est plus. Ça passe par un management qui, quand ça se passe bien, est très agréable, mais il faut aussi un peu de fermeté quand c'est nécessaire pour établir aussi je pense que quand une tu vie es commune. c'est ça, à la tête d'un musée ou d'une boîte en fait en général, alors à partir du moment où tu poses des questions, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd à porter, parce qu'il y a toujours ce qu'on dit, c'est la solitude du directeur ou du manager, parce que d'une manière, tout lui est choix. Et que la vision, puisqu'on n'a pas encore parlé de la vision, mais c'est-à-dire toi ce que tu as en tête et tu as une vision clairement, c'est déjà il faut que tu aies les mots explicites pour les partager, pour que ça soit compris. Et après, tu vas faire des choix, et ces choix ont t'as une grande responsabilité. Et je pense que tu en as conscience, on en a déjà parlé, et je le vois de plus en plus dans les gens que j'interviewe ou que je côtoie sur ce management, sur cette solitude et cette nécessité d'être accompagné, soit par des équipes qui te comprennent, soit par des proches, parce qu'il faut toujours, et tu me parlais de l'humain par rapport à l'IA, l'humain, il faut toujours débriefer en fait. Et débriefer avec l'IA en disant par exemple dis-moi ChatGPT comment est-ce que je manage tel truc, c'est vrai qu'il va pouvoir te sortir une réponse parce qu'il a été entraîné sur nos types de réponses, etc. Ça va te faire une boucle. Mais notre capacité humaine, c'est de switcher, de proposer justement quelque chose qu'ils appellent, ils adorent ça, disruptif, mais c'est-à-dire de cette innovation, parce que notre fonctionnement neuronal fait qu'on va pouvoir rassembler des idées qui sont totalement dans des mondes opposés et arriver à trouver une solution. Ce que l'IA pour l'instant ne fait pas, et cette limitation effectivement de l'IA, parce qu'on a besoin de contact humain. Et ce que je voyais par exemple sur les Japonais actuellement, qui avancent beaucoup sur les Android, etc., et d'avoir des compagnons en fait virtuels parce qu'ils sont seuls. Moi, ça me fait toujours beaucoup de peine de les voir, et je me dis en fait, moi, peut-être me voir aussi dans des circonstances autres seul, à me dire, j'ai plus qu'une machine qui a une physionomie, on va dire, humaine ou de petit animal, et de pouvoir communiquer avec lui ou elle, mais ça reste à la base du codage. Et ça donne l'impression d'eux, mais il n'y a pas cette créativité que nous, pour l'instant,
humain, on est capable de faire. Et je crois que dans l'idée muséale, en fait, dans le management, c'est pareil, c'est que de la relation humaine, qui est complexe. Et c'est pour ça que parfois, les nouvelles générations, ou même nous parfois, on a tendance à la fuir, parce que ça veut dire que ça nous met en conflit, c'est-à-dire en contact d'échanges d'idées qui sont parfois opposés. Et c'est difficile pour nous de se dire, bah non, là par exemple, tu as fait de la merde, ou là, bah, je suis pas raccord, j'ai peur et compagnie. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et toutes les équipes là qui nous filment, en ce moment, c'est des jeunes, des plus anciens, et pourtant on arrive à avoir cette interactivité qui est vraiment essentielle parce qu'on échange des choses auxquelles on n'est pas habitué en fait. Et toi, clairement, tu le fais dans tes équipes, dans tes approches de public. Et par exemple, quand tu as proposé l'expo Lego, c'était hyper tendance, le Lego, et tu as fait faire un truc participatif, et vraiment ça a super matché, où tu avais les gens qui venaient, enfin tu vas revenir sur ce truc parce que tu expliqueras mieux que moi, et qui ont construit une ville de 44 mètres carrés ou 40 mètres carrés, justement, où chacun amenait sa brique. Et tu vois, chacun l'idée, cette métaphore, tu vois, d'amener la brique dans la construction de la société, d'échanger et compagnie, parce que je les ai vus rigoler, tu sais, et construire avec tout ça sur les briques, et c'est hyper important aujourd'hui. Enfin, t'en Oui, souviens? ça a été vraiment une très belle expérience. En fait, l'idée, c'était de faire une exposition sur l'Empire romain, les grands principes de fonctionnement de l'Empire romain, le rôle de l'armée, le fonctionnement en cité, les interactions et les échanges en fait, de tous bords à l'échelle de l'Empire, en utilisant un jouet très populaire, puis en plus qui redevenait à la mode, qui est le Lego. Pour ça, on a travaillé avec une famille en fait, qui s'appelle la Familia Breccia et qui était déjà fan en fait, de Lego, mais aussi d'antiquité romaine, ce sont aussi des archéologues. En fait, ils avaient déjà reconstitué un certain nombre de paysages, de monuments types de l'Empire romain, et on leur en a passé commande pour 4 monuments. Notamment, c'était génial, c'était l'amphithéâtre des Gaules. Alors ça, c'était mon délire à moi, parce qu'en fait, j'adore provoquer aussi parfois un peu le milieu de la recherche. Et dans mon équipe, quand je leur ai dit je veux à tout prix que vous me fassiez l'amphithéâtre des Trois Gaules en Lego, forcément les chercheurs, les archéologues, ça les embête parce qu'on ne l'a pas fouillé. Mais moi, mon point de vue, c'est pas parce qu'on n'a pas fouillé un monument, il est tellement important à l'échelle de Lyon qu'il faut absolument qu'on le restitue. Au moins qu'on fasse une proposition. Ces fameuses hypothèses de reconstitution, il faut bien l'expliciter à chaque fois pour ne pas induire en erreur. Et finalement, via la topographie, des exemples de comparaison avec d'autres sanctuaires associés à un amphithéâtre qui existe dans le monde romain, on peut faire des propositions malgré tout. Et ce que j'adore dans la reconstitution, c'est qu'au départ, on le fait à des buts de vulgarisation, mais les chercheurs, les archéologues qui sont confrontés à ce monument, finalement avancent dans le domaine de la recherche. Ils sont obligés de se poser des vraies questions. Comment je fais communiquer une entrée, un passage dans le monument que je n'ai pas forcément fouillé avec voilà, son fonctionnement global. Et en fait, on fait avancer la recherche et c'est un excellent moyen de vulgarisation. Donc tous ces Legos, ils ont plu au plus grand nombre. L'idée, c'était de permettre à un public non initié au musée de venir. D'ailleurs, ça a marché d'ailleurs presque trop quand on a fait le Festival romain. On a eu presque trop de public en réalité parce qu'il y avait vraiment un effet d'engouement pour le Lego. Et la question après à se poser, c'est est-ce que à la sortie de la visite, on a quand même retenu un certain nombre d'éléments clés du fonctionnement de l'Empire romain, en plus d'avoir passé un moment vraiment sympa. Il y avait des ateliers Duplo pour les plus grands pour monter, et il y avait cette fameuse maquette. Alors, moi, je venais aussi du monde de la figurine historique. En fait, j'avais envie d'un grand plan de travail, et on reconstitue une ville clé dans l'Empire romain, avec ses monuments, et on le fait en mode participatif. Ouais, ça c'est génial. Et alors ça a vraiment été génial, parce que du coup, tous les publics sont venus, avec les médiateurs culturels du musée qui ont organisé des ateliers. Et puis parfois aussi, sur les moments creux avec les agents, avec mon équipe, on allait aussi faire de la brique Lego. Et ça a permis aussi de créer du lien pour finaliser aussi cette maquette dans les temps impartis. Tout le monde y a participé. Et à la fin, on s'est amusé, même l'animateur de ce projet chez Unibrick nous a proposé aussi de nous faire figurer dans la maquette. Donc il y avait un petit jeu à la fin où il fallait se retrouver chacun en fonction soit de nos affinités personnelles ou notre métier. Et ça a créé beaucoup de liens, c'est très sympa. Et on l'a fait perdurer en gardant 3 maquettes phares qu'on a injectées finalement dans le parcours permanent. Ouais, ce que et j'ai qui vu. illustrent des moments de la vie quotidienne. Et ça fascine les gens quand ils passent. Ah mais vraiment, tout de suite. tout de suite.
parce qu'ils voient la quantité de travail Mm. humaine, Mm. et le Lego, c'est, l'enfance, ça Mm. fait le revival, et tout ça, c'est tellement vivant, intéressant. En même temps, moi, je suis partie prenante parce que moi, je reconstitue en grand. C'est de l'assemblage, hein, mais c'est ça. Et que c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. Ce que j'aime, c'est le côté comprendre comment ça fonctionne, comment assembler, désassembler, tu vois, même dans la psychologie humaine, c'est hyper intéressant. Ça m'éclate. Et à propos de ça, toi, t'es arrivée ici au musée en tant que femme. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est toujours plus complexe pour les filles d'imposer d'avoir des postes à responsabilité, aujourd'hui encore malheureusement. Et comment ça s'est passé au niveau, enfin, du ressenti de ton statut féminin là-dedans, dans le musée, enfin dans le musée au sens large, hein, dans la muséalité, c'est-à-dire ce qui fonctionne dans le monde des musées, comment tu as été accueillie, comment tu ressens justement le travail que tu mènes aujourd'hui en tant que femme. Alors, j'ai beaucoup observé les différents musées où j'ai travaillé. Parfois, c'était des milieux exclusivement féminins. Ok. C'est pas non plus souhaitable. Mm. Je pense qu'on travaille bien dans la mixité, ou parfois des équipes un petit peu plus mixtes. C'est vrai que le monde des musées accueille beaucoup de femmes, en fait. Ok. C'est quand même assez fréquent. Il y a beaucoup de directions muséales à Lyon qui sont féminines actuellement. J'ai n'ai pas forcément ressenti plus de difficultés que d'être une femme dans la société de manière générale, dans le monde muséal. On va avoir affaire peut-être aussi à un certain nombre d'attitudes, de clichés ou autres, mais moi je crois beaucoup en fait au travail, au mérite. On travaille, Mm. on mérite son poste. N'utiliser aucun passe-droit. J'ai jamais utilisé le moindre piston en fait dans mon parcours professionnel. J'ai toujours obtenu mes postes en C'est travaillant. génial. Et du coup, on se sent libre. Là, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très mixte. On doit être composé à 50% hommes-femmes. C'est toujours pareil, dans la société française, il y a des spécificités métiers. Dans les services techniques, on va avoir plein d'hommes, en ressources humaines, plein de femmes. Ouais. Et après, je trouve que c'est dans cette mixité qu'on est beaucoup plus riche ensemble, de tous les âges, de toutes les expériences. Je ne suis pas non plus forcément de différence générationnelle, parce qu'on aime bien faire entrer les gens dans des cases. Ah, il est jeune, c'est la génération machin, donc il va se comporter de telle manière. Ou lui, il est ancien, donc il va vouloir rester sur ses habitudes. Ben non, finalement, les expériences individuelles nous montrent qu'il y a plein de profils différents. C'est plus une question de parcours individuel, d'éducation, de curiosité qui fait qu'on va pouvoir interagir avec des personnes très différentes de nous. Donc c'est pas, moi je le vois pas comme un inconvénient, parfois même un atout. Par exemple, j'ai une toute petite voix, alors ça s'entend peut-être pas au micro là parce qu'il y a une bonne prise de son, mais j'avais remarqué que c'était un énorme avantage en réunion parce que comme on parle pas fort, les gens sont obligés de se taire pour nous écouter. Et finalement, voilà, il faut faire en fait avec plutôt sa personnalité, son parcours. J'ai la chance de travailler dans un milieu qui n'est pas. Je pense qu'il y a des milieux qui sont beaucoup plus difficiles pour les femmes que le mien. Je suis vraiment pas à plaindre de ce point de vue-là. En tout cas, j'ai jamais senti qu'on m'empêchait parce que j'étais une femme. C'est pour ça que je dis, faites ce métier, il est magnifique. Homme comme femme, vraiment il est accessible, il faut juste y croire, il faut travailler, il faut avoir une vision pour pouvoir l'impulser et puis continuer à défendre ces principes de service public. Je pense que c'est essentiel dans cette société. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi cette caractéristique qui rentre en ligne de compte, mais quand tu me parlais de parcours personnel, c'est que toi, tu fonctionnes aussi à l'objectif et que tu es endurante. Clairement, coriace comme tu me le dis, parce que c'est ça en fait le terme, mais surtout tu cours. Et que je pense que la course à pied, l'endurance, c'est quelque chose qui te fait travailler sur la durée, sur l'objectif justement à atteindre. Toi, tu fais beaucoup de courses à pied. Et effectivement, tu es toujours en train, et c'est quelque chose de fascinant, de ménager ta vie personnelle, ta vie professionnelle, la course. Enfin, ça pourrait paraître un emploi du temps extrêmement militaire, mais en fait, tu arrives à être assez fluide avec ça. C'est fascinant. Comment tu fais? Comment tu fais ça? Je pense que c'est nos expériences à tous. Aussi, la nécessité de se garder un petit jardin secret est très importante. On fait des métiers qui sont fabuleux, qui sont passionnants, mais qui peuvent être aussi très frustrants parce que la décision ne dépend pas que de nous. Ça, c'est quand même quelque chose à savoir au quotidien. Donc, s'il y a des moments difficiles, c'est bien d'avoir des vies parallèles solides à côté. La famille, bien sûr. Ça, je ne m'étendrai pas, c'est plus de l'ordre de ma vie privée, mais elle est très importante. Et puis, bien entendu,
Le sport, moi j'adore le sport en fait. Pour moi c'est un exutoire, on connaît les vertus du sport, hein. Une façon je dirais, de se nettoyer un peu la tête et le corps. J'en pratique plusieurs, alors surtout tu disais la course à pied, le trail, mais j'adore la natation, je fais beaucoup aussi de yoga, de renforcement musculaire, de vélo. Je crois que j'en fais quasiment tous les jours en fait. Il n'y a pas une journée où je ne fais pas quelque chose de sportif. J'adore la discipline qui va avec, c'est ludique. C'est une forme de progression personnelle aussi. J'aime pas la performance, ça me fait peur d'ailleurs quand je m'inscris à des courses avant où il y a des forts objectifs de performance comme les semi-marathons et autres, ça me stresse énormément. J'ai une boule dans le ventre. Voilà, c'est pas forcément ce que je préférais. Je préférais par exemple le trail ou les sports individuels comme la natation parce qu'en fait on y va comme on est, c'est plutôt un état d'esprit. Et c'est une école de vie le sport en fait, parce que finalement, surtout quand on est manager, on teste plein de choses sur soi, on doute, c'est ce qui fait avancer, on se blesse, et du coup il faut réfléchir à comment s'en sortir, et puis qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené à cette blessure. Et on apprend plein de choses sur le corps, ses capacités, son mental, la capacité à gérer en fait une épreuve sportive qui peut être longue, difficile, les chutes. Finalement c'est une sorte de... Sur l'espace d'une course qui peut durer 2, 3, 4 heures, en fait, c'est un peu une version abrégée de la vie qu'on peut avoir sur un temps plus long, avec ses forces, ses faiblesses, ses échecs, comment je remonte la pente. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une interview de Vicente Lizarazu, que je trouve un type vraiment génial, en fait, parce que c'est quelqu'un qui aime profondément le sport et qui est capable d'en parler avec intelligence, c'est-à-dire il défend vraiment ce qu'il y a de ludique, de progressif en fait dans le sport. C'est vrai que moi c'est plutôt les valeurs que j'adore partager, c'est un plaisir individuel mais aussi collectif, et j'ai une petite équipe de course à pied au musée pour ceux qui souhaitent. Voilà, on va courir une fois par semaine. La colline de Fourvière est géniale pour ça puisqu'il y a ça monte et ça descend, et on apprend beaucoup mutuellement lors de ces échanges et de ces moments un peu de libération avant de reprendre le travail. Ouais, c'est bien, tu gères super bien. Et en même temps, je pense que cet équilibre, c'est hyper essentiel pour des postes à responsabilité, parce que c'est ça en fait, ou alors on est en train de travailler tout le temps et qu'il faut absolument se vider la tête. Mais franchement, la routine, comme ils disent, franchement, hyper impressionnant. Ce qui te permet aussi au passage de mener plein de projets innovants dont on a parlé, mais surtout, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, mais là c'est pour ma pomme, c'est la reconstitution, donc l'archéologie expérimentale. Et je sais que toi, tu crées depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle le Festival Romain, ce qui est intéressant parce que c'est Lyon, et que c'est Lyon-Centre, donc ça veut dire qu'on a aussi la capacité d'avoir des gens qui viennent par le train, je pense à la Suisse, je pense à différentes régions, par l'avion, enfin, il y a le côté central, et toi, tu es dans l'idée de dynamiser justement de cette vulgarisation, de dynamiser le musée, tu as créé le Festival Romain, dont tu vas nous parler. Et à côté de ça, il y a plein d'autres anecdotes, même pas les anecdotes, des événements importants aussi dans le même type. Il y a le Festival européen latin grec, il y a aujourd'hui les Journées européennes de l'archéologie, et là, à chaque fois, en fait, tu permets aux gens justement d'exprimer leur créativité, d'exprimer ce qui les intéresse et les tests en leur ouvrant le musée, en disant ok, venez, tu veux faire un salon du livre, viens faire un salon du livre. Non mais c'est vrai, c'est ce principe-là, tu veux expérimenter avec tes potes, ben viens expérimenter avec tes potes. On a un terrain de jeu, alors bien sûr avec des cadres, mais on a un terrain de jeu, viens, montre aux gens, partage. Ça c'est un truc dingue. Et en plus vous aimez bien le côté scientifique de la recherche, je pense au Festival Romain, où certes tu vas faire appel à des compagnies de reconstitution, mais il y a toujours l'idée d'avoir quelque chose de carré, pas forcément du spectacle pour du spectacle. Il y a cette trame scientifique en fait de recherche que tu glisses à l'intérieur clairement. Ça c'est très important, hein. Le Festival Romain il est né au lendemain du Covid. En fait c'était une opportunité, j'avais très envie de le faire, et on travaillait. Je suis très admirative en fait des associations de reconstituteurs, de passionnés comme ça, qui prennent sur leur temps libre pour mener un projet auquel ils croient profondément. Parce que c'est une gestion du temps moi, qui me fascine. On n'est pas dans le domaine professionnel, on est dans l'à côté, avec une énergie folle, comme l'énergie que tu mets dans l'association Échelle 1, par exemple. Et c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont rigoureux, comme l'association Pax Augusta, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont proposer de la vulgarisation scientifique au plus grand nombre, mais en se reposant toujours sur des bases solides, des bases d'experts, des propositions
qui ont été étayés, vérifiés et qu'on peut aussi remettre en cause plus tard en fonction de la recherche. Donc ils se documentent en permanence et ils sont très accessibles en fait, auprès du grand public. On peut les approcher, on peut leur poser des questions. Ils sont là pour expliquer, pour montrer, pour donner à voir sous un mode immersif ce qu'était la société romaine. Et au moment du Covid, on avait dû supprimer un certain nombre d'actions de médiation culturelle parce qu'on était fermé au public. Il me restait en fait une petite somme en fait, qui n'avait pas été dépensée. Et je me suis lancée comme ça sans autorisation. J'ai dit j'aimerais faire un truc avec vous. Je suis allée voir le patron de Pax Augusta. Et voilà, moi j'imagine quelque chose qui se passe sur le site, dans le musée, un week-end. Allons-y. Moi ça j'adore en fait challenger et puis on se revoit dans un mois. Proposez-moi quelque chose. Voilà un peu le cahier des charges, les objectifs à tenir. Et à l'époque, on se disait, il y a des journées gallo-romaines au musée de Saint-Romain-en-Galles, juste à côté, dans le département du Rhône, et qui existe depuis pas mal d'années. Ça pourrait être un modèle un peu similaire, mais on ne pensait pas que ça aurait le succès forcément escompté. Donc on a monté notre festival le temps d'un week-end. On le met toujours en lien avec notre exposition temporaire. Ce que je voulais, c'est créer du lien, pas que les visiteurs restent uniquement sur un site, mais qui rentre aussi au musée. Donc gratuité du musée ce week-end-là, ouverture de la nouvelle exposition temporaire, et en général un lien thématique entre le festival et l'exposition temporaire. Comme ça, vous venez, c'est fait pour les familles, c'est hyper accessible, il y a des food trucks, on s'installe, il y a un village aussi où on peut faire ses petites emplettes artisanales ou regarder comment travaillent les artisans. Et l'énorme avantage qu'on a, c'est qu'on a 2 théâtres. Et les 2 théâtres sont des lieux de spectacle fabuleux qu'on a utilisés pour faire venir la foule finalement et découvrir ce qu'est la gladiature ou un procès romain ou un spectacle en fait poétique ou dansé. Et ça permet de rassembler. Et donc il y a ces phénomènes un peu de... on remplit les gradins qui se créent et lors du premier festival, honnêtement, on pensait peut-être être dans les 10 000 spectateurs, 10 000 visiteurs. On s'est retrouvé avec 30 000 personnes sur 2 jours. On était hyper contents. On avait fait ça un peu comme ça. Et après, on a énormément progressé. Du coup, sur l'organisation, sur le timing, on a brainstormé. À chaque fois qu'on fait un festival, après, en interne à l'équipe, on se dit tous bravo, c'était super. On souffle une semaine. Et après, on dit qu'est-ce qu'on change et Et qu'est-ce qu'on après, modifie. voilà, un petit retour de chacun. Tout le monde note ses remarques de manière à améliorer le festival suivant. Et c'est vrai que c'est une opération collective en interne qui est géniale, parce que ça fédère beaucoup. On est tellement content de voir que le public s'éclate en fait pendant 2 jours, apprend des choses. Les parents qui viennent avec leurs enfants, tous les âges. Il y en a même, ils viennent 2 jours de suite, ils campent quasiment pour en profiter, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. C'est interactif. On se dit qu'on est vraiment dans nos missions éducatives lors d'un festival comme celui-là. Et c'est la gratuité aussi qui a permis cela. Et ça que je défends aussi beaucoup dans notre politique de programmation tournée vers les publics. Et dans ce festival, comme dans l'ensemble de nos activités au musée, on a aussi plein de petites actions qui vont vers les publics empêchés, les publics aussi à handicap. Il y a plein de petites approches qui permettent aussi à ces publics de sentir bien lors de ces événements et de penser à tous les points d'entrée. Et on y greffe aussi très souvent les projets socio-éducatifs, que ça soit dans tous les événementiels, Nuit des musées, la classe L'œuvre par exemple, avec des collégiens qui vont montrer les collections au public. Vous avez beaucoup de scolaires qui viennent et c'est vraiment très très bien. Est-ce que vous vous leur proposez quelque chose, parfois ils ignorent totalement, clairement, et vous leur montrez qu'il s'est passé ça. D'ailleurs, ce qui met en doute, ce qui met en questionnement certaines approches où ils se disent il y a eu ça, des fonctionnements différents de société, de religion, de mode de pensée par rapport à aujourd'hui ce qu'on nous enseigne. Et je vois, effectivement, j'en discute parfois avec certains en disant j'aurais pas connu ça, je me serais pas posé ces questions, ou ça serait pas frictionné avec ce que je pensais déjà, en me disant il y a eu des civilisations qui ont fait ça auparavant, donc elles ont existé, quoi, ça a fonctionné, etc. Et maintenant on me dit mais en fait non, il y a eu ça, et ça se voit des fois, ça cogite dans les yeux parce que c'est pas raccord avec ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent avoir avec leurs potes ou alors à la maison. Moi j'aime bien l'idée justement d'amener ce recul historique en fait.
parce que ça sert, on en parlait tout à l'heure, ça sert tellement. Et à propos de recul historique, justement, toi, ça fait 6 ans que tu es là, et qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu envisages? Alors plein de choses encore, plein d'idées, plein d'envies. Ça a été 6 ans aussi qui ont permis de structurer un peu aussi l'organisation de l'équipe, les objectifs, la méthodologie de travail. On a toujours des progrès à faire, mais j'ai vraiment la chance d'avoir un collectif merveilleux. Maintenant, l'idée, c'est, en fait, la stratégie, elle a été de faire connaître un petit peu plus Lugdunum, musée et théâtre romain sur le territoire. Je trouvais il avait beaucoup progressé depuis quelques années en termes de visibilité, de communication, de fréquentation, mais n'était pas encore assez ancré dans la collectivité, comme un acteur phare et accessible. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et pour cela, on a travaillé sur les axes de la programmation culturelle pour tous, au musée, sur les sites et hors les murs, en allant vers les publics qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer ou venir vers nous. On l'a enrichi sur tout ce que je t'ai dit déjà en fait en termes de programmation culturelle. Maintenant, l'enjeu, c'est aussi d'aller travailler sur des vrais sujets de fond, notamment la question de la conservation du patrimoine. On a des collections qui sont fragiles, elles ont 2000 ans. Dans les collections archéologiques, il y a des métaux qui s'oxydent, notamment le fer, quand il sort de fouille, il est fragile. En fait, il s'oxyde beaucoup plus vite que le bronze. Si on ne fait rien, il peut très vite disparaître. Au contact de l'air, on va avoir des matériaux, notamment avec les progrès de la fouille, qui apparaissent comme par exemple des objets en bois, des canalisations en bois, des tonneaux, où on est aussi à la tête d'un fond de tissu parmi le plus gros de l'Empire romain occidental, puisqu'en fait c'est des tissus de calfatage qui servaient à étanchéifier les bateaux. Ouais. Et puis bien sûr, ce qui est le plus connu dans nos collections, on va avoir des collections en pierre, le fameux lapidaire, les inscriptions, beaucoup de céramique, beaucoup de petits objets de la vie quotidienne. Tous ces objets, ils ont besoin qu'on en prenne soin, qu'on les conserve dans de bonnes conditions, qu'on les connaisse, qu'on les inventorie. Donc là, il y a beaucoup de travail parce que, comme beaucoup de musées d'archéologie en France, ils ont souvent plutôt servi de dépôt archéologique. Il n'y a pas forcément eu la gestion d'un musée d'histoire ou d'un musée d'art avec une typologie d'inventaire, de connaissance de cet ensemble. Donc nous, on va mettre de l'ordre en fait dans tout ça, entamer ce qu'on appelle un chantier des collections, c'est une sorte de gigantesque inventaire, mieux le connaître, restaurer les collections pour mieux les valoriser ensuite. On va faire la même chose pour les sites, puisqu'on a des vestiges archéologiques qui ont 2000 ans, qui ont été mis à jour à partir des années 30, mais qui se fragilisent forcément avec le temps, puisqu'avant ils étaient enterrés, donc on est quand même sur des fondations de monuments, parfois encore des enduits peints. Donc l'objectif, c'est de consolider un petit peu tout ça pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Et puis, on est sur un musée aussi qui a 50 ans, qui évolue bien, parce qu'il a été quand même bien pensé à l'origine, mais dans les services au public, on attend d'un musée maintenant, services annexes, avoir une zone de restauration, être correctement accueilli, avoir des vestiaires, avoir des zones aussi qui permettent une vie en dehors du musée, ce qu'on appelle la privatisation, accueillir des acteurs du territoire, etc. Là, on a beaucoup de retard, parce que dans les années 70, forcément, on ne concevait pas le musée comme on le conçoit maintenant. Donc il y a des pistes à développer là-dessus. Et puis le parcours permanent a très peu bougé. On va aller le voir tout à l'heure. Voilà, depuis 50 ans, il offre un état de la connaissance qui est maintenant un petit peu dépassé, qu'on a envie de remettre à jour, mais aussi un besoin d'ergonomie de visite qu'on va nous matérialiser dans nos expositions temporaires, mais qui ne se voit pas encore dans le parcours permanent. Donc l'idée, c'est d'amener en fait cette réflexion de manière à ce que dans les prochaines années, on puisse se préparer à un jour faire bouger les choses. Des changements, ouais, c'est ça. Voire un agrandissement. Enfin, il y a le site est immense aussi. Il y a plein de zones aussi qui, à mon avis, seraient encore à utiliser ou à valoriser. Ça. Mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un champ des possibles, des jeux possibles pour encore plus valoriser, pour agrandir, pour resplendir aussi. Parce que c'est ça. Mais je pense qu'on va aller faire un tour dans le musée. On va déambuler 2 secondes, comme ça les gens verront mieux ce qu'il en est. Parce que pour l'instant, on en parle. Il y a eu quelques images d'illustration qui sont passées, mais le voir en vrai, puis on va faire un petit défi, c'est-à-dire que les caméramans vont nous suivre en direct avec les caméras mobiles et puis la lumière. Et ça va être rigolo d'être au sein du public, justement, où tu vas raconter tout ça. Donc maintenant qu'on est dans ton musée, on va descendre avec cette entrée qui est quand même vraiment fantastique. Parce que tu as justement ces amphores et cette conception en circulaire et en escargot.
c'est quand même un truc qui est tellement atypique pour les musétistes parce que ça a été réfléchi, ça a été artistiquement travaillé et on va plonger dans le cœur. Et là, tu vas nous faire du commentaire, tu vas nous guider sur des images qui t'intéressent en fait. Enfin, des images, de l'iconographie, des lieux, etc. On va voir tout ça. Et cette descente en colimaçon, elle est tellement fascinante, une sorte de descente des châteaux de la Loire, tu sais, sur la double révolution et tout ce qui va avec. Et là, on arrive justement sur le sarcophage, sur ton musée qui est à droite avec toutes les collections que tu avais de la collection permanente. Et maintenant, ça va être à toi de nous guider sur un petit quart d'heure pour nous expliquer donc comment ça fonctionne et quelles sont tes pièces préférées en fait, si t'en as. On peut parler de la maquette Comme tu veux, du musée, pour là-dessus. parler un petit peu de l'architecture. Ah, ok. Alors, cette maquette du musée, il faut se la figurer avec de ce côté-ci les théâtres antiques. Et là, la rue Kléber. Elle est intéressante parce qu'elle montre la conception de ce musée semi-enterré dans lequel on se trouve. Tu as parlé de cet escalier qui est très prisé des photographes. Clairement. On y fait plein de photos, on y fait de la danse contemporaine, toutes sortes de choses. Ça, c'est un axe fort du projet de Bernard Zerfus. Et là, on voit vraiment comment est-ce qu'il a travaillé les différents niveaux. On est dans un musée où on se perd peu, parce que finalement, on suit une spirale, on la descend au cours du temps, avec plein de thématiques en lien avec l'histoire gallo-romaine. Et on a ces deux portes d'entrée, en quelque sorte, visuelles. Ce sont ces grandes fenêtres, ces puits de lumière qui donnent sur le site archéologique des théâtres antiques. Parfois, quand on parle même de l'architecture des théâtres, on voit les théâtres en même temps. Ça, c'est assez génial. Et donc, c'est un musée qui a des spécificités particulières, puisqu'on peut y rentrer et en sortir par le haut, mais également par le bas. Donc, on a 2 entrées, 2 sorties. Le travail de conception et de création, il a fallu creuser, couler, c'est énorme. Mais on a recreusé en fait la colline, on a fait d'abord des fouilles, on a recreusé, on a reconstruit finalement cette colline artificielle autour du musée pour le masquer. Une toute petite façade, c'est pas une petite façade du tout, c'est vraiment un musée d'intérieur. C'est dingue. Bon, je te suis pour la suite. Et là, on va arriver dans le cœur en fait, de l'exposition qu'on appelle temporaire avec le colimaçon, enfin ce que tu me disais effectivement sur la descente. Et on a une partie visiteurs quand ils veulent effectivement descendre, et une partie avec les collections de l'autre côté qu'on peut voir derrière le mur. Et on peut faire 2 visites quasiment, c'est-à-dire une visite où on plonge à droite. Vous le voyez peut-être, Philippe, tu veux bien cadrer sur le bas à droite. Justement, on plonge dans les étages en fait inférieurs. Donc là, on voit toute cette partie de collection dans laquelle on va aller. Et à gauche, donc vous avez toute l'autre partie, c'est-à-dire tes collections qui sont disposées pour que nous, en tant que public, on puisse les découvrir d'un coup d'œil. Et puis après, avec les ouvertures, aller switcher. Et là, justement, on a la vision de la maquette en 3D, justement, des collines, justement, puisque Lugdunum, Dunum, la colline du dieu soleil, enfin du dieu Lug. Et il y a toute cette virtualisation, parce que tu me parlais effectivement des nouvelles technologies intégrées au musée. Et typiquement, c'en est une. Oui, on est sur une maquette blanche projetée, sur laquelle on a volontairement accentué le dénivelé des collines. On voit la colline de Fourvière d'un côté, de l'autre celle de la Croix-Rousse, et les 2 cours d'eau Rhône-Saône, une configuration de la presqu'île qui était très différente à l'origine, puisqu'elle s'arrête à peu près au niveau de la gare de Perrache. Et ces projections qui permettent de s'immiscer dans la vie et dans la naissance de cette colonie, qui est née en 43 avant notre ère, c'est-à-dire 1 an après l'assassinat de César, et qui a été fondée par des vétérans. Dominacus Plancus, il me semble. Voilà, c'est ça, qui a donné son petit nom à quelques rues aussi lyonnaises, et qui a grossi considérablement, qui s'est développé d'abord pour se prémunir des crues de la Saône en haut de la colline de Fourvière, sur les pans également de la Croix-Rousse avec l'amphithéâtre des Trois Gaules, et sur la presqu'île centrale avec plutôt des zones d'entrepôts, d'habitat, de grandes villas. Sur la colline, on a vraiment les monuments publics. Et on suppose qu'il y avait le forum sur la colline d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Les dernières fouilles nous ont donné à voir que le forum se situait bien sous la basilique de Fourvière actuelle. Alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours une continuité historique. En général, quand on a des monuments religieux, on les reconstruit. C'est comme ça qu'on voit dans certaines villes. C'est ça. Je pense à Damas, par exemple, la mosquée des Omeyyades. Elle a été construite sur un ancien temple romain. Donc en général, on réutilise un lieu. En plus, c'est emblématique parce que quand on est dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse, on voit très très bien la basilique de Fourvière actuelle. Donc il faut imaginer en fait un temple à l'emplacement dont on a trouvé les fondations et tout un forum associé, qui est un lieu de vie politique, économique, religieux. Et donc en hauteur, c'est marrant. En hauteur.
Alors qu'on aurait imaginé naturellement en bas sur la zone enfin, de confluence ou la zone de Bellecour aujourd'hui. Et effectivement, c'est en haut. Et là, effectivement, tu me parlais de lapidaire. Donc là, si une des caméras peut faire un léger travelling ou un léger zoom sur les pierres, on va redescendre effectivement, ça va être plus simple. Et là, vous avez déjà effectivement toute une partie de pierres qui sont là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans soit qui te parle, hormis la table la table claudienne, mais Je peux vous montrer un petit objet comme ça qui n'a l'air de rien, mais qui est très intéressant sur le mode de vie quotidien. Là, on est sur l'ingénierie romaine. On sait que les Romains sont des ingénieurs, des bâtisseurs de villes. Au départ, on prélevait d'abord dans la nappe phréatique, puis ensuite on a construit des aqueducs monumentaux. Donc, Lyon a un réseau d'aqueducs parmi les mieux conservés après celui de Rome. Et ici, on est sur un élément qui permettait de prélever l'eau dans un puits. Donc en fait, c'est l'ingénierie romaine typique. Vous êtes sur un grand morceau de bois là que vous voyez, et au centre, vous avez 2 tuyaux en bronze qui étaient actionnés par des clapets et qui permettaient d'être une sorte de pompe qui faisait remonter l'eau du puits avec des clapets en cuir. Déjà à l'époque, c'est fascinant quand même, le travail, la conception. Et on en découvre tout le temps en fait. Le seul problème, c'est que comme les pièces avec le temps sont abîmées, si elles n'ont pas été immergées pour être protégées, tout s'est dégradé. Et parfois on trouve des objets, on se demande ce que c'est parce que c'est sorti du contexte ou que la partie a été abîmée. C'est fascinant quand même. C'est l'intérêt de fouiller en contexte, c'est d'éviter justement le fameux pillage qui tend en fait, à prélever des objets et à les décontextualiser. Dans un contexte précis, on peut leur retrouver une utilité, aussi par mode de comparaison et d'étude. Désormais, on sait aussi bien conserver les bois, les matériaux organiques, archéologiques, avec des procédés qui se développent beaucoup, notamment à Grenoble, chez Arc Nucléaire. Et on remplace souvent la masse d'eau par une masse finalement de résine équivalente qui permet au bois de garder sa forme, sa consistance. Ce qui a été fait pour les 2 barques qui ont été découvertes sur les quais de Saône, il me semble, c'est ça un quai de Saône? C'est ça, donc en 2004, des fouilles dans le parking. C'est pas Saint-Antoine, c'est pas celui de Saint-Antoine, je suis en train de chercher le nom, ça va me revenir. On en parle tellement tout le temps. Oui, c'est ça donc, en fait. Dans un des parkings. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un lieu qui était une sorte de dépotoir pour les bateaux. Donc c'était un lieu de recyclage des bateaux. On venait les stationner ici quand ils avaient beaucoup servi et on récupérait les pièces détachées pour en faire d'autres. Ok, les ateliers pratiques de réemploi quoi. Et parmi, c'est le parking Saint-Georges, ça y est, ça me revient. C'est ça. Et parmi ces bateaux, on en a prélevé un notamment dont on est chargé de la conservation. C'est-à-dire qu'il est conservé dans un institut spécialisé à Grenoble avec des conditions hygrométriques très particulières qui permettent de pérenniser sa conservation, de le remonter si on souhaite le montrer au public plus tard au sein du musée. C'est hyper intéressant. Effectivement, vous les aurez sans doute peut-être à résidence un jour, ou dans le musée ou hors musée, ça dépend comment vous t'envisagez l'évolution. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu as dans la tête pour comment, si tu avais toutes les possibilités, imaginons, pouf, de l'argent à foison, tu sais, toutes les possibilités, comment est-ce que tu envisagerais l'expansion de ce musée, la rénovation, comment est-ce que tu verrais plus tard? Il y a des possibilités intéressantes sur la colline, parce qu'on est dans un secteur quand même contraint, bien sûr, par des normes UNESCO, monuments historiques. Il faut préserver ce beau paysage et ses vestiges. Mais il y a des bâtiments juste à côté du musée qui vont perdre leur usage premier et qui vont pouvoir être réaffectés potentiellement aux usages du musée, c'est-à-dire l'accueil du public, les expositions, mais aussi le travail, bien sûr, des agents dans les meilleures conditions. Donc on a ces possibilités de voir cet ensemble et puis de penser surtout musée de site avec la possibilité de revoir l'accueil bas du site des théâtres antiques. Je sors du funiculaire, j'ai tout de suite une vue majestueuse, je suis bien accueillie. Je veux avoir des dispositifs qui me permettent de comprendre ce que j'ai devant les yeux, mais aussi dans la partie haute. Mais là, on va déjà livrer en octobre prochain un projet qui s'appelle Explore Lyon Antique et qui permet déjà de restituer au plus grand nombre, via un mobilier pédagogique, une web app, de l'immersion, une maquette numérique de Lyon au IIe siècle de notre ère, époque où la colonie était la plus développée. Un projet très immersif qui permettra de se promener finalement dans la ville antique et de mieux percevoir ce qu'elle était par rapport à ce qu'elle est maintenant. C'est ça le truc, parce que quand je me souviens, quand j'allais à... c'est marrant, je les tous les noms des sites du Sud. Il y en avait un, effectivement, Vaison-la-Romaine. Et il y avait on disait, il suffit d'imaginer les élévations. C'est-à-dire qu'on avait des cailloux qui allaient à 30 cm d'une villa romaine, par exemple. Et on disait, voilà, vous imaginez, ça remontait, etc. Mais en fait,
on imagine que si on a déjà des connaissances, parce que sinon tu plaques une maison et puis tu avais 4 cailloux, tu te disais comment est-ce que je vais pouvoir imaginer. Enfin, parfois c'était austère, surtout pour nous en tant que mômes, mais à l'époque on disait pas grand-chose si on suivait les cours. Mais maintenant, ils ont besoin d'avoir quelque chose de plus concret, enfin tangible. Et c'est vrai que le numérique, là on en parlait, ça a l'avantage pour tout le monde en fait de proposer des reconstitutions qui sont simples. Et là, effectivement, ouais. Alors, il pleut exceptionnellement aujourd'hui. Mais je vais quand même vous la montrer. Et c'est vrai que, ouais, il y a cette maquette et il y a cette vue. Donc, aujourd'hui, sur les nuits de Fourvière, parce qu'ils sont installés là sur le site pour tous les spectacles. Et en plus, c'est les journées européennes d'archéologie. Donc, je t'en prie, pardon. Mais on parlait de reconstitution, c'est très important. Et d'archéologie expérimentale, tu le disais, de reconstitution aussi de monuments, c'est très important parce que sinon, seuls les archéologues peuvent lire les vestiges. C'est pas l'objectif. En fait. Oui, c'est vrai. Donc là, on est sur un point de l'architecture du musée qui est intéressant puisqu'on a une corrélation entre une vue sur les théâtres antiques avec actuellement la scène des Nuits de Fourvière qu'on accueille chaque année et qui permet d'ailleurs de continuer à garder son usage premier finalement à ce monument. C'est très intéressant de continuer à y faire du spectacle. Bah oui, parce que le spectacle, en plus, le spectacle dans le théâtre, c'est-à-dire limite une mise en abîme, enfin c'est l'utilité vraiment contemporaine du truc. Ils ont en plus reconstruit une scène, c'est-à-dire que la scène antique, ils en ont fait une version contemporaine et je trouve ça génial de faire vivre ça. Oui, c'est bien qu'un monument continue à garder son usage. Alors, il est très partiel, notre monument, puisque finalement, on a conservé essentiellement les gradins, quelques infrastructures. On n'a plus le mur de scène. Ouais. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la scène des Nuits de Fourvière, qui paraît déjà grande pour nous, est toute petite par rapport au mur de scène d'origine qui faisait 30 mètres de haut, c'est-à-dire qui était plus haut que le musée actuel, plus haut que la façade. Donc ça, par exemple, avec des projets d'immersion, de maquettes 3D, on va pouvoir le montrer au public. Ça, c'est intéressant. Et donc se situer dans l'espace et se rendre compte de la place de ces monuments dans la ville antique. Ah mais ça te fait kiffer, je vois, en plus tu le portes là, ça te plaît comme idée effectivement, mais en même temps je comprends, parce que je trouve ça hyper intéressant de faire vivre les choses, de proposer quelque chose de nouveau et de suivre ce qui se passe en technologie, quoi. C'est hyper intéressant. Et là on continue, alors tu as un côté ludique, tu me parlais de ludique, et là effectivement il y a ce truc avec le voyage pour les jeunes, parce que vous parlez vraiment sur les... Et je les vois souvent s'arrêter avec les parents et compagnie et jouer avec tout ça. Et la manière dont vous avez travaillé en commun justement pour arriver à trouver tout ça, c'est hyper intéressant. Là il y a les structures, effectivement on peut mettre ses visages. Ça peut paraître un peu fun, mais c'est marquant. Parce que quand on est petit, c'est le moment où on construit tout ça dans le cerveau. Et... Au bout d'un moment, nous, en fait, on est tellement dans la spécialité qu'on finit par, quand on parle de théâtre, d'amphithéâtre, de cirque, on sait exactement de quoi on parle. Mais en réalité, dans notre quotidien, on connaît très mal finalement l'Antiquité romaine. Quand on interroge en fait le public, il va citer éventuellement la personnalité de César, un ou deux grands monuments. C'est pas une critique du tout. Donc, il faut partir de ce principe pour se dire comment est-ce qu'on peut lui expliquer en fait comment fonctionnait ce monde. Il y a un certain nombre d'édifices de spectacle, par exemple, qu'on a réunis sous forme de petites maquettes qui permettent de comprendre les formes liées aux usages. Un cirque, c'est un hippodrome. Donc, en effet, on fait des courses de chars. Dans un théâtre, on va voir des représentations qui se déroulent avec un mur de scène et des représentations essentiellement théâtrales, comédie, tragédie. Et dans un amphithéâtre, on va profiter de cette forme particulière qui permet de voir des combats de gladiateurs ou des scènes de chasse en 3D quasiment. Et tu vois, là tu me parles de chasse et il y a un truc qui... Alors, les Romains, là pour l'instant on fait leur éloge et tout ça, mais ça reste un peuple extrêmement violent. C'est ce que je vois avec mes élèves. Et à chaque fois maintenant, en plus comme on est en 2025, il y a tout le principe déjà de la conception de la relation sociale, et particulièrement de la relation avec la femme et le consentement et tout ça, qui aujourd'hui leur pose énormément de questions. Et c'est vrai que j'aborde plus du tout l'Antiquité comme je l'ai abordé avant, parce que les codes ont changé, et tant mieux je dirais, parce qu'il y a plein de choses qui sont d'une violence dans la coercition, au niveau de l'esclavage aussi. Alors tu me diras Chahine, Temu, etc. Parce que là je prends position clairement politiquement, peut-être pas sur la création du fast fashion et surtout la maltraitance des gens qui conçoivent ça. Et à l'époque romaine, c'est pareil, il y a un vivier d'esclaves qui leur permet de faire fonctionner la société qui est absolument dément. Ils sont payés certes, mais très peu, clairement. Et ce fonctionnement de peuple romain me pose problème parce que tu parlais de chasse, et c'est vrai que les empereurs, par exemple, certains on les connaît, ils ont bousillé des espèces entières pour satisfaire, on va dire, du public, pour leur gloriole personnelle. J'aime les Grecs et les Romains, mais tu vois, les Romains ont tendance, je les trouve tellement violents dans leur expansion. Mais ils ont laissé une trace, je nie pas. Oui, c'est sûr que c'est une société extrêmement violente, très hiérarchisée en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on parle souvent de la possibilité d'avoir une ascension sociale, néanmoins, il
La violence est beaucoup plus forte que dans nos sociétés actuelles. Elle est différente dans nos sociétés actuelles. Tu parlais actuellement l'esclavage, c'est par exemple un livreur de chez Deliveroo qui t'apporte ton repas le soir quand tu le commandes. En fait, il y a eu un très bon bouquin qui est sorti là-dessus et qui montre que quand on le fait, on cautionne quelque part cette forme d'esclavage. Ce qui est particulier en fait dans la société romaine, c'est cette violence qui va s'extérioriser, qui va être peut-être un peu moins cachée que dans la nôtre, notamment par des actes physiques. Il y a eu, je sais plus, 16 empereurs assassinés, je crois, dans l'histoire romaine. Voilà, c'est pas anodin. Effectivement, dans notre histoire récente, on va peut-être avoir un peu moins d'assassinats, mais la violence politique, elle est toujours la même. Oui, c'est juste. La violence sociétale, elle est différente, mais elle existe toujours. Moi, ce que j'aime bien quand on fait de l'histoire, comme ça, il y a 2000 ans, c'est d'expliquer que comme on est des êtres humains, il y a peu de raisons que biologiquement, même dans nos comportements sociaux, on change, on est constant. Donc en fait, faire de l'histoire et raconter ce qui s'est il y a 2000 ans, c'est reproduire finalement un petit peu ce qui se passe toujours de nos jours, avec des contextes culturels, géographiques, climatiques qui diffèrent, qui font que c'est une période spécifique, mais des comportements humains qui ne changent pas. Quand on a fait une exposition sur la mécanique du pouvoir, on se rendait compte que c'est toujours la même chose. On veut le pouvoir, on fait tout pour y accéder, après on veut le garder, et tous les moyens sont bons. Ouais, je sais. Mais en réalité, en fait, ça change peu dans notre société. C'est pour ça que ça enseigne ce qu'on disait effectivement beaucoup. Là, je me souviens, il y a une partie de l'équipe là, qui le filme. Ouais, on avait joué, je me souviens, une pièce de théâtre qu'on avait créée qui s'appelait l'Énéide sur cette grande mosaïque qui est splendide. Vous aviez déposé et ensuite remise dans le musée. Et franchement, c'est une pièce, mais elle est tellement hallucinante et tellement belle. Il y a plein de spectacles, tu me parlais de danse, effectivement, qui ont eu lieu là-dessus. C'est une des pièces où on voit à peu près l'étendue de ce que ça peut être une maison romaine. Enfin, tu sais, vraiment l'art sur lequel tu évoluais. Et c'est quand même fascinant d'avoir un pixel art, parce que clairement, c'est du pixel art aussi vaste, avec autant de minutie, tout ça. Tu me diras, à l'époque, ils n'avaient pas la télé, mais il fallait bien s'occuper, mais je plaisante. Mais c'est quand même dingue l'ampleur de la création artistique aussi dans ce monde antique, qui a d'ailleurs influencé le nôtre. On le retrouve tous les jours, le pixel art. C'est vrai que les Romains ont magnifié la mosaïque. Ici, on est sur un exemple de mosaïque qui recouvrait une salle à manger à proximité du secteur des théâtres antiques. Elle appartenait à un militaire, à un général. Il y a plus d'1 million de tesselles. C'est ce tout petit cube qu'on agence les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'ils ont une capacité à reproduire des motifs à l'infini. Il y a plein de choses à raconter pour les enfants, parce qu'on a des petits animaux. On va avoir aussi des signes beaucoup plus abstraits. Et il y a un vrai savoir-faire chez les Romains qui s'est développé en matière d'art, de la fresque, ou par exemple de la mosaïque, ou un certain nombre de produits standardisés qu'on voit tout autour de nous, que sont la verrerie, la céramique, qui ont été produits en quantité industrielle. Tu parlais tout à l'heure de lien entre le Romain et son environnement. Il a déjà commencé à créer une forme d'industrialisation dès l'époque antique, et une forme aussi de pollution associée. On a vu sur la fonte métallique, etc., avec les Gaulois, les deux peuples, ils ont une pollution mais monstrueuse. Et ça se voit dans les strates d'ailleurs, j'avais lu des articles là-dessus, au niveau archéologique, c'est fascinant. On parle d'anthropocène. Oui, c'est ça. Et ben, il apparaît déjà à cette époque. C'est dingue, dès qu'on a une société qui croit en fait, et qui se déconnecte de la nature. Parce que à chaque fois c'est pareil. C'est dingue la taille des transports Anthony, est-ce que tu peux aller s'il te plaît, près de l'amphore, s'il te plaît, qui n'est pas une amphore d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est une très grosse amphore. C'est pas mobile, c'est ce qu'on appelle un dolium. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'était enterré. Il faut que vous imaginiez l'ouverture et même le sol. C'est-à-dire qu'on avait juste accès en fait à l'ouverture dans lequel on versait des litres et des litres, soit de graines. C'est des silos à céréales. C'est des silos à céréales ou de liquide aussi. Ça pouvait être de l'huile ou ça pouvait être du vin qui était conservé. Il y a un exemple comme ça qui était encore visitable il y a peu de temps à Marseille, qui est le musée des docks, dans lequel on voit tous ces dolias semi-enterrés et l'importance des entrepôts en matière de développement commercial à l'époque romaine. Mais c'est tellement fascinant. Alors c'est vrai que là, on prend le temps d'en parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse et j'espère que ça intéressera tous ceux qui vont regarder ça, parce qu'il y a tellement de technicité là-dedans et puis tellement de travail qui sont aujourd'hui dans le monde contemporain, qu'on retrouve amélioré, que tu te dis à un moment, waouh! Et là, on parlait tout à l'heure dans l'interview effectivement de tout ce qui est Lego. Donc là, vous avez Sandor qui a travaillé effectivement avec Unibrick, par sa société Unibrick, justement sur toutes ces maquettes là qu'il a donc laissées avec toute un pool en fait qu'on va dire jeunesse.
hein, clairement. Et c'est vraiment l'éclate de... Parce qu'ils sont tous en train de bloquer le temps de travail. On parlait des tesselles tout à l'heure. Et on a une version presque contemporaine de la tesselle avec le Lego. C'est ce qu'il faut imaginer. Enfin, ils me racontaient, on les a vus travailler sur les maquettes Lego, mais c'est dingue l'assemblage. Enfin, parce qu'ils ont tout composé aussi en CAO, c'est-à-dire qu'avant ils ont créé les plans par numérique, etc. Et ensuite ils ont travaillé en reconstitution. Mais c'est quand même fascinant, quoi. C'est un énorme travail en fait de composition des monuments de la ville préalable avec des plans qui créaient quasiment le mode d'emploi qu'on avait dans nos boîtes Lego à l'époque pour pouvoir le monter ensuite. Et après, ce qu'expliquait très bien Sangor pendant les ateliers de construction avec les visiteurs, c'est qu'il fallait aussi s'adapter. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, donc il fallait adapter une pièce ou autre ou la détourner de son usage premier pour arriver finalement à ses fins à la reconstruction du monument. Alors, ce qui est intéressant avec le Lego, c'est qu'on peut reconstruire énormément d'éléments de la vie quotidienne romaine. Il faut aussi s'adapter. On ne va pas forcément avoir la forme réelle d'un cirque, comme vous le voyez ici, qui avait une forme un petit peu différente. C'est par exemple qu'ils étaient asymétriques. Mais ça donne à voir quand même l'essentiel, puisqu'on peut avoir tous les détails de la course de chevaux. En fait, les courses de chevaux, c'est l'équivalent de nos matchs de football actuels. C'est aussi populaire. En Champions League, tout ça, c'est des trucs énormes. Voilà, c'est fou. Il y a des équipes colorées. En fait, on peut faire des paris. Il y a un mercato. Ah oui, il y a un mercato, clairement. Des pilotes. J'avais vu des émissions où ils vendaient de la sueur des coureurs de chars. Oui, c'est un peu comme les gladiateurs. On en est là, Donc c'est vraiment, je crois qu'à la fin de l'Empire romain, on raconte qu'au IVe siècle de notre ère à Rome, 175 jours de l'année étaient voués à des courses de chars. Donc, business. Voilà, il y a du business, il y a un élan populaire, une capacité de rassembler qui est très important dans cette société. Clairement, et c'est vraiment hyper chouette. Et là, on va arriver sur la fin du musée. Enfin, on va continuer à la grande descente. On va s'arrêter juste en bas, je pense, parce que, pareil, il y a toutes les collections, mais parce qu'en bas, vous avez la zone qui est la zone qui est fermée aujourd'hui, qui est la zone de ce que vous avez en bas. Si vous pouvez cadrer, alors c'est sombre, c'est un petit peu parce que c'est la fin des expos temporaires. Voilà. Et c'est donc en dessous, en fait, il y a toute votre zone d'expo temporaire. Et je vous ai vu à un moment en discuter, en cogiter, genre comment aménager. Et c'est un travail de dingue où vous mettez à plusieurs pour dire là on place tel truc, vous faites construire des choses en bois. Enfin, vous avez un côté assez utilisation des métaux, des bois, enfin des zones. Des essences en fait. Oui, on va recycler à 90% de nos expos. Alors par exemple, les tasseaux qu'on voit ici, ils sont déjà préemptés pour une exposition chez Universcience à Paris à la Villette. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir une seconde vie. Là, on est sur la phase de démontage d'une exposition avant la création de la prochaine exposition qui sera sur les 50 ans du musée qui parlera de la relation... C'est l'année prochaine. Allez. À l'octobre. On est sur octobre prochain et donc il parlera de la relation des Romains avec l'art et la notion de patrimoine, pour faire écho aux missions muséales de nos jours. J'ai bien compris, c'est chouette. Et donc, on parle des courses de chars, et justement, donc alors, aujourd'hui, on a la chance, on fait une journée européenne d'archéologie, d'avoir effectivement un char romain de course en bas là. Alors aujourd'hui, il pleut un petit peu, mais tout à l'heure, ça va s'arranger. Puis vous voyez là les plans où ils sont en train de faire la reconstitution. Et c'est bien d'avoir le côté statique, le côté même ludique avec le Lego, et d'avoir le côté justement expérimental, c'est-à-dire quelque chose de concret, parce que ça fascine toujours les gens, mais vraiment parce qu'on est humain et qu'on est imparfait, c'est-à-dire qu'on a une limite de voir comment nous on peut se comporter par rapport à un char romain, c'est-à-dire que tu montes dedans, c'est pas du tout pareil que ce que tu as imaginé, quoi. Waouh. Et puis la moissonneuse, tout ça. Enfin, l'idée d'avoir tous les axes possibles dans ce musée, ce que tu crées en fait avec tes équipes, d'avoir ces différents axes, je pense que c'est hyper intéressant pour que tout le monde y trouve son compte. Je pense que c'est ce que tu cherches à faire, si je ne me trompe pas. L'avantage de la reconstitution comme ça expérimentale, de l'archéologie expérimentale, c'est que tout le monde y trouve son compte dans le sens où ça permet de faire avancer de la recherche, et ça tu le sais beaucoup mieux que moi. Il faut tester plein de méthodes pour essayer de comprendre comment les anciens qui n'ont pas tout expliqué, ils ne nous ont pas laissé forcément les modes d'emploi, on a quelques sources iconographiques, des textes ou des comparaisons avec des civilisations autres en fait, qui permettent d'imaginer. Il faut tester, il faut voir, il faut passer par plein de phases d'expérimentation. Donc ça c'est vraiment le volet recherche qui est très important pour mieux comprendre cette société. Et il y a ce volet vulgarisation qui est très intéressant de pouvoir voir en action des éléments qui sont habituellement figés ou incomplets. Un objet archéologique, il est rarement entier quand on sort de fouille. Ouais, c'est vrai. Pouvoir voir effectivement une moissonneuse fonctionner ou un char romain avec un attelage, et des personnes qui l'ont expérimenté rouler. Et de faire un retour et de faire essayer les machines aux gens pour voir. Enfin, et là, ils se disent waouh, c'est pas pareil. Je te remercie Claire pour ce grand temps d'échange, effectivement, et pour la visite du musée. C'était extrêmement intéressant et j'espère que tout le monde aura
pris du plaisir à découvrir tout ça. Donc merci, et puis aux 50 ans, parce que c'est ça, c'est quand même fascinant. Merci Olivier. Merci.